de Quel climat pour vous, vos enfants et vos petits-enfants, paru en 2021, même année de publication que The Dawn of Everything par ailleurs. Et plus récemment, face au changement climatique en 2024. C'est un immense plaisir de l'accueillir et nous la remercions pour sa présence. Très bien. Parfait. Alors normalement, j'ai juste un support visuel qui doit apparaître. J'espère que cela pourra être le cas. Et donc, vous voyez ici un résumé finalement du dernier rapport de synthèse du GIEC qui en fait s'appuie sur une représentation visuelle, une année, une barre, un code de couleur qui va du bleu au rouge, pour représenter l'un des indicateurs clés de l'état du climat, qui n'est pas le seul, et qui est la mesure du changement de température à la surface de la Terre, continents et océans. Donc on va d'abord démarrer par là où nous en sommes aujourd'hui et l'état du climat planétaire. Et donc mon travail de paléoclimatologue et celui de nombreux collègues dans le monde permet de mettre en perspective ces mesures directes effectuées à partir d'instruments avec les grands réseaux d'observation graduellement construits, mis en place au cours des derniers siècles et des dernières décennies. Donc nous voyons l'émergence de conditions climatiques nouvelles qui sortent de la plage de la variabilité naturelle antérieure. Et le réchauffement actuel, il est inédit sur plus de 2000 ans, comme le recul généralisé des glaciers, comme la vitesse de montée du niveau de la mer. Si l'on regarde l'attribution, c'est-à-dire notre capacité à comprendre les causes des changements climatiques observés, donc nous travaillons sur les facteurs naturels qui peuvent affecter le climat, l'activité du soleil et des volcans. Nous travaillons sur la variabilité interne, spontanée du climat, les interactions océan et atmosphère. Et puis bien sûr la manière dont les activités humaines, par les changements d'usage des terres, par les rejets de particules de pollution et surtout par les rejets de gaz à effet de serre, affectent les flux de rayonnement entre la Terre et l'espace et donc agissent sur le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre. Et le constat est très clair, aucun facteur naturel n'explique l'accumulation de chaleur dans le système climatique. Cette accumulation de chaleur s'explique notamment par l'effet réchauffant des gaz à effet de serre que nous ajoutons dans l'atmosphère. Si l'on regarde où nous en sommes jusqu'à fin 2024 sur le réchauffement attribuable à l'activité humaine, il atteint maintenant 1,36 degrés. Si l'on regarde d'une année à l'autre, eh bien, on a également une variabilité, en plus des tendances graduelles dues à cette accumulation de chaleur. Et par exemple, en 2024, un événement El Niño dans les tropiques, des conditions particulièrement chaudes du côté de l'océan Atlantique Nord, eh bien, cette variabilité naturelle interne s'est superposée en jouant dans le même sens que les tendances dues à l'influence humaine. Et pour la première fois, en 2024, pour une année, on a atteint un niveau de réchauffement d'1,5 degré. Cela ne veut pas dire que ce niveau de réchauffement en sens climat a été atteint, c'est la première fois. Cela va se répéter et lorsque ce sera statistiquement une année sur deux, vers 2030, on estime qu'on aura atteint ce niveau de réchauffement planétaire attribuable aux activités humaines. Alors le rythme du réchauffement, il est particulièrement rapide sur la dernière décennie parce qu'en plus de l'effet réchauffant des gaz à effet de serre qu'on continue à ajouter au niveau planétaire, on a également, grâce au progrès des politiques publiques pour améliorer la qualité de l'air, réduit les émissions de particules de pollution qui ont un effet éphémère, parasol, directement et via la formation de nuages. Et donc, en réduisant les rejets de ces particules, très vite, on dévoile leur effet, on démasque l'effet réchauffant des gaz à effet de serre, et les deux facteurs jouent dans le même sens. En ce qui concerne le poids des activités humaines, et donc les différents gaz à effet de serre, on comprend très bien ce qui joue le plus. Ce qui pèse le plus sur le réchauffement actuel et futur, ce sont les émissions de dioxyde de carbone, 90% énergie fossile, 10% déforestation, avec un effet cumulatif et une relation étroite entre le cumul des émissions de CO2 dans le monde, historique, actuel et à venir, et le niveau de réchauffement actuel et à venir. Donc une condition clé pour stabiliser le réchauffement planétaire à venir, c'est de réduire ces émissions mondiales de CO2 et d'atteindre des émissions dues aux activités humaines à zéro net, condition nécessaire. Et puis le deuxième facteur qui pèse le plus, ce sont nos rejets de méthane, un gaz à effet de serre puissant à durée de vie courte,
d'autres gaz à effet de serre, dont les émissions sont liées au système alimentaire, à la gestion des déchets, à la production de gaz fluorés, et puis, je ne l'ai pas mentionné, mais aussi la production de ciment, par exemple, ou les changements d'affectation des terres. Et donc, la deuxième condition clé pour parvenir à stabiliser le réchauffement futur, c'est de stabiliser l'effet net des autres facteurs, donc l'effet réchauffant des autres gaz à effet de serre que le CO2, qui ont différentes durées de vie, et puis l'effet net des particules de pollution. Et donc, on va continuer à perdre leur effet refroidissant, d'où l'importance de réduire fortement les émissions des autres gaz à effet de serre, notamment le méthane. En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, elles continuent à augmenter dans le monde, et plus lentement cette décennie que les décennies précédentes. Les émissions de gaz à effet de serre baissent dans 24 pays, comme en France, dans la durée. Dans l'Union européenne depuis les années 90, aux États-Unis depuis 2005. En Chine, il n'y a plus de hausse depuis environ 1 an. On sait ce qui fonctionne par l'analyse de politiques publiques dans 42 pays, 1500 politiques publiques, les politiques d'efficacité, de lutte contre la déforestation, les politiques d'innovation qui rendent viable le déploiement, par exemple, du stockage d'électricité par batterie, ce qui permet d'électrifier les mobilités, ou la production d'électricité décarbonée, notamment photovoltaïque, qui, en fait, correspond à une rupture dans la production d'électricité au niveau mondial. Ce qu'on sait aussi, c'est que meilleure est la qualité de vie démocratique dans les pays, meilleure est la qualité de l'action pour le climat, notamment par la participation au processus de délibération de la société civile, de la jeunesse, par rapport au rôle de la presse indépendante et à l'attention mise sur l'intérêt général à long terme. On sait aussi qu'il y a 2 choses qui sapent la capacité des démocraties à agir courageusement par rapport aux enjeux climat. Le premier facteur, c'est l'effet corrupteur multiple des intérêts liés aux énergies fossiles, la production et la consommation. Et le deuxième facteur, ce sont de fortes inégalités dans les sociétés, avec une influence disproportionnée des personnes à revenus très élevés par leur profil notamment d'investissement, qui peuvent exercer une influence disproportionnée, notamment lorsqu'elles sont propriétaires de médias privés. Et c'est peut-être l'occasion de rappeler que les pays qui ont le plus contribué au réchauffement à ce jour, eh bien, ce sont les pays qui se sont industrialisés plus tôt, les États-Unis, puis maintenant à peu près à part égale, l'Union européenne et la Chine. Les personnes qui pèsent le plus sont les personnes au style de vie les plus émetteurs, aux plus hauts revenus. Les 2 tiers, en fait, du réchauffement depuis les années 90 sont attribuables aux 10% des personnes les plus aisées dans le monde. Donc ce climat qui change vite, eh bien, il entraîne des changements rapides et généralisés qui sont liés en fait au niveau de réchauffement planétaire qui affecte les caractéristiques du climat à l'échelle régionale, le déplacement des aires climatiques qui entraîne des déplacements des espèces vivantes qui peuvent se déplacer, des altérations de l'état de l'océan, plus chaud, plus de vagues de chaleur marine, moins d'oxygène, son acidification, une baisse du potentiel de prise de pêche dans les tropiques, une dégradation des récifs de coraux tropicaux, par exemple, le recul de tout ce qui est enneigé et englacé, les sols gelés en altitude et dans l'Arctique, la durée d'enneigement, notamment au printemps, le recul de la glace de mer, des glaciers, la fonte du Groenland, et puis l'écoulement plus rapide dans certains secteurs de l'Antarctique. Mais souvent, là où c'est le plus visible, c'est en lien avec le niveau de réchauffement planétaire, l'augmentation de la fréquence, de l'intensité des vagues de chaleur, des sécheresses agricoles, une atmosphère plus chaude vide plus rapidement les sols de leur humidité quand on a une absence de pluie, et puis une atmosphère plus chaude qui peut contenir plus de vapeur d'eau va doper l'intensité des pluies extrêmes, comme on le voit dans cette région, comme dans la plupart des régions du monde. Donc un climat plus chaud, c'est un climat avec un cycle de l'eau plus intense, plus variable, plus d'événements et de saisons très humides ou très secs. Et l'eau est souvent le vecteur de l'injustice climatique. Donc ces caractéristiques, ces aléas, interagissent avec l'exposition à ces aléas, les constructions en zone inondable, les maisons sur les sols argileux, par exemple, en France, les vulnérabilités socio-économiques, la sensibilité des revenus aux facteurs climatiques plus importantes, par exemple dans la gestion des forêts, la pêche ou l'agriculture, avec 3,5 milliards de personnes dans le monde qui vivent dans des contextes hautement vulnérables face à ces aléas climatiques. Donc on observe une aggravation des impacts, par exemple des pertes de rendement agricole, des pertes pour l'aquaculture ou la pêche, une dégradation des forêts très marquée en France. On a perdu la moitié du puits de carbone des forêts gérées
parce que les forêts se dégradent, une augmentation de la mortalité des arbres, et donc une augmentation des pertes et des dommages directs sur les activités économiques, mais aussi via la dégradation des écosystèmes et la perte de leur contribution, de leur fonction, de leurs services. On met en mouvement les composantes lentes, l'océan profond qui accumule le gros de la chaleur supplémentaire qui ne part plus vers l'espace, les glaciers, les calottes de glace. On a déjà acté, à l'avenir, inéluctablement, 1 mètre de montée du niveau de la mer. Mais quand est-ce que cela se produira? Eh bien, cela va dépendre des émissions de gaz à effet de serre à venir, ou pas, de la réponse incertaine de certains secteurs de l'Antarctique. Et donc, on peut atteindre ce mètre de montée du niveau de la mer plus tôt ou plus tard, en fonction des choix qui vont être mis en œuvre. Et je rappelle que le niveau de la mer a monté de 23 cm depuis 1900 et monte maintenant de 5 mm par an. Il y a une accélération. Alors si on regarde encore une fois dans le rétroviseur, on peut confronter ces observations aux travaux pionniers de modélisation du climat, notamment aux États-Unis depuis les années 70, les années 80, le prix Nobel de physique attribué au chercheur japonais-américain Suki Manabe pour ses travaux pionniers. Et on voit le succès de la physique, de la compréhension des processus, les caractéristiques observées que je décrivais, qui étaient attendues depuis les premiers rapports sur le climat planétaire, un rapport de l'Académie des sciences américaines 1979, les premières simulations couplant océan et atmosphère dans les années 80, les premières générations de scénarios, de modèles de climat qui n'ont fait que s'affiner au cours du temps. Donc ce que l'on observe était notamment attendu, et on utilise d'ailleurs la confrontation entre climat passé, simulation climatique passée, observation récente, performance des modèles de climat, pour arriver à réduire l'incertitude sur la réponse du climat planétaire à différents scénarios. Et cette incertitude, elle est le fruit de boucles de rétroaction dans le fonctionnement du climat qui amplifient la perturbation initiale. Une des sources majeures d'incertitude, c'est la manière dont on va représenter la réponse de la circulation de l'océan, de l'atmosphère, la réponse des nuages. Et le résultat de toutes ces boucles de rétroaction, on peut le décrire par une mesure qui est la sensibilité du climat. Combien de degrés en plus si on double la teneur en CO2 de l'atmosphère par rapport au climat pré-industriel. Et donc récemment, on a réussi, en combinant toutes ces sources de connaissances, à diviser à peu près par 2 la plage d'incertitude pour un scénario futur par rapport à la réponse du climat planétaire. Oui, parce que pour explorer les évolutions futures, on passe par des scénarios. Ces scénarios, en fait, sont un levier d'action pour explorer l'inconnu, pour explorer aussi la capacité à agir, pour éclairer une prise de décision robuste devant l'incertitude. Donc, ces scénarios sont construits dans la communauté scientifique, socio-économique, publique, privée, avec des centaines de travaux d'élaboration de trajectoires socio-économiques. Pour le travail de modélisation du climat, qui est lourd en fait en temps de calcul, en temps d'analyse, il y a une quarantaine de centres de modélisation du climat dans le monde et on compare leurs résultats, notamment dans le cadre du Programme mondial de recherche sur le climat, qui est organisé sous l'égide de l'Organisation météorologique mondiale. On ne peut pas utiliser toutes ces trajectoires et donc on fait le choix de se focaliser sur quelques scénarios illustratifs de curseurs mis sur la soutenabilité ou une croissance forte ou les énergies fossiles, ou bien l'extrapolation de tendances récentes. Donc le choix de quelques scénarios, c'est pour couvrir tout l'éventail représenté dans la littérature scientifique, technique, socio-économique, et pouvoir représenter donc, la comparaison des résultats de modèles de climat et les implications de ces différents scénarios en termes de défis pour arriver à limiter l'ampleur du réchauffement, les défis de réduction des émissions de gaz à effet de serre en agissant sur les causes, l'articulation lutte contre la pollution, réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'implication des différents scénarios socio-économiques par rapport aux capacités d'adaptation et donc la capacité à vivre de manière résiliente dans un climat qui change, avec différents défis selon les choix socio-économiques. Donc ces scénarios, ils décrivent de manière quantifiée pour des grandes régions le résultat de ces narratifs concernant l'urbanisation, le développement démographique, l'usage des terres, les inégalités sociales dans les sociétés, les implications de ces choix sur les émissions de gaz à effet de serre, l'évolution des systèmes énergétiques, des systèmes alimentaires, des émissions de polluants. Et donc, ils nous permettent en fait de décrire ce qui va ensuite être utilisé comme
l'entrée ou le forçage des simulations climatiques. Ces scénarios, ils permettent aussi de décrire l'exposition aux risques climatiques, les vulnérabilités, et donc ils jouent un rôle clé puisque les risques climatiques, c'est l'interaction entre ces expositions, ces vulnérabilités, les aléas, et puis également les réponses en termes d'adaptation. Donc ça nous permet d'évaluer en fonction du niveau de réchauffement à venir les implications, notamment pour des enjeux de sécurité. Sécurité d'approvisionnement en eau, sécurité alimentaire, sécurité des habitats, des lieux de vie, avec par exemple 1 milliard de personnes à partir de 2050 exposées aux conséquences multiples de la montée du niveau de la mer dans le monde. Sécurité en termes de capacité à préserver des écosystèmes et les contributions de la nature à l'humanité. Implications en termes de santé, voire implications en termes de droits humains ou de dignité. Alors, sur cette figure, vous voyez qu'on a également représenté des personnes nées à des âges différents. On n'a pas représenté en fait l'ensemble des vulnérabilités, des inégalités, des inégales responsabilités, mais c'est pour humaniser cette figure et donner à voir qu'en fonction des choix qui vont être faits, en fonction de l'ampleur du réchauffement à venir, les enfants d'aujourd'hui seront exposés de manière disproportionnée à un ensemble d'aléas climatiques, les vagues de chaleur, les conditions propices aux incendies de forêt, les sécheresses, les ouragans de forte intensité ou bien les épisodes de pluie torrentielle, disproportionnés par rapport aux générations précédentes. C'est une dimension des enjeux de justice climatique, cet aspect de justice entre générations. Alors, les choses intéressantes, c'est que les scénarios d'émissions très élevées qu'on voit ici en haut, on les considère comme moins plausibles du fait des politiques publiques déjà mises en œuvre, qui permettent d'éviter d'émettre de l'ordre de 4 à 9 milliards de tonnes de gaz à effet de serre en CO2 équivalent chaque année. Néanmoins, ces plages de température, on ne peut pas les exclure. On ne peut pas les exclure parce que même si on émet moins de gaz à effet de serre, dans un climat qui se réchauffe beaucoup, on sait que la réponse naturelle des puits de carbone que sont l'océan, la végétation et les sols risque de perdre en efficacité, et donc on peut aller vers ces plages de concentration de gaz à effet de serre. Ou bien si la réponse du climat n'est pas la réponse médiane sur laquelle on a la plus confiance, mais qu'elle est proche de la plage la plus haute des modèles de climat, même sur un scénario intermédiaire, on peut rentrer sur des plages de réchauffement de plus de 3,5 degrés en fin de siècle. Le scénario intermédiaire, c'est celui qui est le plus proche de l'extrapolation des politiques publiques déjà actuellement mises en œuvre. Donc une baisse dans les pays historiquement développés, une baisse à venir du côté de la Chine, mais une augmentation dans les autres pays émergents, dans les autres pays en développement. Et donc, au final, cette extrapolation du degré d'effort actuel implique une stagnation au niveau mondial des émissions de gaz à effet de serre pendant quelques décennies, puis une baisse lente. Et donc, notamment pour le CO2, le cumul continue à augmenter tout au long du siècle. Donc, l'accumulation de chaleur, la dérive du climat se poursuit tout au long du siècle. Et dans ce cas-là, on dépasse 1,5 degré de réchauffement vers 2030 au niveau planétaire, 2 degrés vers 2050, et on est proche de 3 degrés en fin de siècle. C'est cette trajectoire qui est d'ailleurs utilisée pour construire une version simplifiée de la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique de la France, puisque 3 degrés de réchauffement dans le monde, c'est davantage sur les continents, 4 degrés en France métropolitaine. Et c'est ça qui va permettre en tout cas d'avoir une information partagée sur les caractéristiques à venir attendues, de sorte à l'intégrer dans le dimensionnement d'infrastructures, dans des investissements publics ou privés, de sorte à en tenir compte pour s'assurer d'une meilleure résilience de tout ce qui est mis en œuvre. Le travail sur les scénarios, il pose aussi la question de, finalement, est-ce qu'il serait possible de dépasser à un certain moment les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, mais de revenir en arrière? À quelles conditions? La capacité à faire le ménage, enlever du CO2 de l'atmosphère, le stocker à long terme. Est-ce plausible? Est-ce possible? Est-ce que certains aspects du réchauffement sont réversibles ou non? On sait que ce n'est pas le cas pour ce qui se passe dans l'océan profond ou pour la perte de certains écosystèmes. On sait aussi qu'avant un dépassement et après, on n'a pas exactement les mêmes caractéristiques climatiques régionales. Et puis cette question sur le dépassement ou retour, il a assez peu d'implications sur les efforts d'adaptation à mettre en œuvre sur les prochaines décennies. D'autres défis sur les scénarios portent sur la prise en compte des dimensions d'équité, fortement soulignées par les scientifiques et les représentants de pays en développement. Ils portent aussi sur la manière dont on peut renforcer la prise en compte de la sobriété ou d'approches type post-croissance dans des scénarios quantifiés qui puissent être ensuite évalués
ce qui n'était pas disponible dans ce cycle d'évaluation. Bien sûr, à horizon 2050, vous voyez qu'on va vers un climat qui continue à changer, un territoire inconnu, des conditions climatiques inédites, parfois à l'échelle de centaines de milliers d'années, si on dépasse 1,5 degré de réchauffement, de nouveaux écosystèmes ou d'écosystèmes dégradés. Et donc, il y a également une attente de production de connaissances scientifiques fiables pour éclairer la gestion de risques, les chemins d'adaptation, les limites aux capacités d'adaptation, les limites dures sur l'eau, la biomasse qu'on peut utiliser de manière durable. Et donc, on l'aborde, nous aussi, avec des trames narratives. Une trame narrative, c'est si, alors. Par exemple, on ne sait pas quelles sont les conditions d'instabilité de secteurs de l'Antarctique. Par contre, si certains secteurs deviennent instables, alors on peut quantifier quelle contribution supplémentaire cela peut faire à la montée du niveau de la mer et le décrire. On sait aussi que, par exemple, sur la région de l'Amazone, la bascule d'une forêt vers une savane est possible sous pression d'un climat plus chaud, plus sec et des dégradations locales. Donc on peut aussi décrire, en cas de bascule de cet écosystème vers une savane, quelles en seraient les implications. Donc c'est de cette manière-là qu'on peut aussi éclairer des événements rares, de probabilité d'occurrence faible, difficiles à quantifier. Par exemple, la ville de Paris nous a dit, aux climatologues, est-ce qu'il est possible d'atteindre 50 degrés aujourd'hui à Paris? Et l'analyse sur la base de nos connaissances est non. Par contre, dans un monde 2 degrés plus chaud, ça devient possible, comme une éventualité rare, mais possible. Et c'est une information importante pour l'anticiper sur des infrastructures critiques, pour s'assurer que les réseaux télécoms, électriques, transports, le stockage au froid, les établissements qui hébergent des personnes fragiles, au fur et à mesure de la rénovation, puissent intégrer cette éventualité-là quand le risque de défaillance n'est pas acceptable. Et c'est peut-être aussi un autre regard qu'on peut poser sur les scénarios. Au lieu d'explorer des choix, la réponse du climat, on peut peut-être partir des risques qu'on a envie de prendre ou qu'on veut absolument éviter. Quel glacier souhaitez-vous préserver vers 2050 ? Quelle forêt souhaitez-vous préserver vers 2050 ? Quelle tolérance vous avez à la chaleur? Quelle intensité, récurrence d'événements chauds êtes-vous prêt à tolérer? Et vous pouvez interroger ces scénarios de cette manière-là et revenir en arrière en vous disant quelles sont les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre à suivre pour éviter de vous placer dans des situations qui, pour vous, sont inacceptables. Donc ce constat scientifique que je viens rapidement de présenter, il montre aussi que certains scénarios sont les pires en termes de capacité d'atténuation ou capacité d'adaptation. Difficile. Et ces scénarios les pires, ce sont en fait des scénarios de montée en puissance du nationalisme, de la compétitivité, des enjeux de sécurité, des conflits régionaux avec des institutions faibles, des obstacles à la coopération, des obstacles douanières, donc au déploiement des technologies propres, peu d'investissements dans l'éducation, une consommation à forte empreinte environnementale, des inégalités fortes, des dégradations environnementales dans certaines régions, peu de progrès vers la soutenabilité ou le développement humain. Et en fait, ce sont les scénarios les plus difficiles pour être capables de limiter les risques climatiques. Ce constat scientifique, il est très clair. Il est clair sur la gravité de la situation, mais aussi sur la capacité à agir, une forme de libre arbitre. Comme ce constat scientifique est très clair, il fait l'objet d'attaques inédites, brutales. Puisque le constat est incontestable, la nouvelle administration américaine choisit de détruire les sciences du climat. Censure, des mots interdits, inégalité environnementale, sciences du climat, variabilité, changement climatique, qualité de l'eau, qualité de l'air. Incroyable, hein ? Des coupes de financement brutaux à la NASA sur l'observation de la Terre, à l'Agence Océan et Atmosphère, qui sabordent même la capacité de prévision météorologique et l'alerte précoce ou la gestion durable des écosystèmes, des licenciements de scientifiques. C'est aussi des politiques publiques qui veulent en fait freiner le déploiement de l'efficacité, le déploiement des technologies propres ou la protection de l'environnement. Et pourquoi en fait ces attaques aussi profondes ? Parce que certains secteurs sont incapables de se transformer. Ils sont le dos au mur, ils sont prêts à faire tout pour maintenir un développement avec une consommation élevée, une production élevée d'énergie fossile et bloquer les alternatives. Donc, quelles leçons en tirer par rapport à ce que je décrivais au début et à la fin? On est sur des enjeux en fait, où ces attaques sur les sciences du climat, mais aussi de la santé, de la soutenabilité, elles sapent la vie démocratique parce qu'elles s'accompagnent d'un foisonnement de désinformation. Or, une information fiable, c'est un fondement de la capacité à délibérer ensemble sur la base de faits établis.
Et donc on est sur des enjeux, je pense, de réaction majeure, en s'interrogeant sur la manière dont on peut surmonter ces obstructions, coopérer autrement, coopérer au niveau international, coopérer au niveau des villes, construire des imaginaires où, au contraire, on valorise cette capacité de transformation, puisque c'est celle-ci que certains cherchent à détruire. Merci. Merci beaucoup, Valérie, pour cette présentation extrêmement impressionnante, terrifiante, mais en même temps qui nous remet face à nos responsabilités. Est-ce qu'il y a des questions pour Valérie Masson-Delmas? Mathieu. Merci beaucoup. Je ne rebondirai pas sur la dernière partie parce que je pense que c'est trop facile de rebondir là-dessus et on a tellement de craintes à cet égard. Mais par contre, sur la notion de récit, alors depuis en fait la doctrine des limites planétaires de Rockström s'est engagé aussi tout un narratif sur la trajectoire, et il y a cette notion de la trajectoire maîtrisable du système Terre. Et avec aussi cet article que tu connais bien sans doute là, de Will Stephen et Rockström sur le tipping point, le moment où on bascule dans le système Terre cocotte minute, outhouse, voilà. Et moi, ce narratif, il m'interroge un petit peu parce que je me demande comment, à partir des sciences strictement parlant, comment on peut parler de ce tipping point dans les modélisations et comment, à partir de certaines des sciences du climat, comment on peut le mettre en évidence, le point de bascule? Alors en ce qui concerne le niveau de réchauffement planétaire, il n'y a pas un seuil où on est à l'abri partout et un seuil à partir duquel ça devient hors de contrôle. Nous, ce qu'on montre vraiment, c'est qu'avec chaque dixième de degré de réchauffement en plus, eh bien, ça entraîne une aggravation d'un ensemble de risques climatiques qui ont des profils différents dans les différentes régions du monde, avec certaines zones qui sont des points chauds particulièrement vulnérables. La Méditerranée en fait partie, comme d'autres régions du monde. Et le concept de limite planétaire, pour moi, c'est un concept, c'est-à-dire ça montre qu'il y a un certain nombre d'atteintes à l'environnement, pas simplement le climat, mais les ressources, l'ozone, la qualité de l'eau et les autres. Mais en fait, il est très difficile d'arriver à le décliner concrètement entre ce qui est tolérable et ce qui devient très dangereux. C'est pour ça que moi, je parlais aussi des enjeux de limite à l'utilisation durable, par exemple, de l'eau ou de la biomasse, qui, elles, peuvent être abordées de manière plus précise à l'échelle d'un contexte donné, et qui posent aussi la question de contraintes et de limites à l'adaptation. Et donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, on a besoin de faire avancer les connaissances, concrètement, à l'échelle de territoire, pour éclairer finalement les contraintes croissantes qui vont se présenter à nous. Et ce narratif, en fait, de point de bascule, il correspond donc à des réalités, c'est-à-dire que pour certains aspects dans le fonctionnement du climat, l'effet n'est pas linéaire, il peut être non linéaire. Il peut y avoir des changements abrupts ou irréversibles, l'histoire du climat le montre. Par contre, sur la capacité à savoir dans quelle plage de changement futur ces éventualités peuvent se produire, on reste avec une très forte incertitude. Notamment, par exemple, sur les changements des grands courants marins de l'océan Atlantique ou les instabilités d'écoulement de calottes, par exemple. Donc nous, ce qu'on dit, c'est plus le niveau de réchauffement augmente, plus on rend possible ce type d'éventualité. Ces éventualités seraient très compliquées à gérer, en fait, en termes de gestion de risque, en termes de dommages sur l'ensemble de notre organisation, y compris financière, économique, d'assurance. Donc c'est des éventualités qu'on voudrait éviter à tout prix, je pense. Et c'est une des manières de se dire quels sont les risques qu'on ne veut pas prendre. Voilà, c'est ce que je souhaite dire sur cela, mais c'est parfois aussi utilisé comme alimentant des discours d'effondrement, où il est trop tard, alors qu'on n'est pas dans cette situation-là et qu'on a une capacité à agir à la fois sur les causes et les conséquences. Mais difficile. Merci Valérie. On va prendre une autre question. Oui, merci beaucoup. Je voulais dire qu'à Arles, on est aux premières loges puisque le record de température maximale absolue a eu lieu pas très loin dans l'Hérault avec 46 degrés pour l'Hexagone. Donc moi aussi ce qui me titille, c'est par rapport aux protagonistes qui sont hostiles aux météorologues, aux climatologues. Il y a notamment du côté des États-Unis beaucoup de gens qui se lancent dans la géo-ingénierie et notamment en voulant trafiquer avec des molécules qu'on injecte dans la masse océane, tout ce qui se passe au niveau
de cette énorme 71% de la surface de la planète, ne l'oublions pas, cette énorme surface de la planète bleue. Alors, voilà, moi je voulais savoir aussi quelle est votre position là-dessus. Et puis aussi, malheureusement, hein, on peut, dans les modèles climat, ce n'est pas évoqué, mais on peut penser aussi à un refroidissement si malheureusement il y a un conflit nucléaire. Donc, une question sur les apprentis sorciers du climat. Donc effectivement, il y a un foisonnement de financement, notamment de fondations de milliardaires américains, mais pas seulement, vers la recherche sur ce type d'options, avec des poussées assez fortes pour de l'expérimentation de terrain. Moi, je fais référence à l'avis des conseillers scientifiques de la Commission européenne et du comité d'éthique, qui soulignent en fait que rien n'est disponible comme une technologie et que chacune des options envisagées, en tout cas de modifier directement le climat, injecter des particules ou autres, pose un certain nombre de risques, de questions éthiques, de questions de gouvernance qui n'existent pas. Donc dans ma communauté, en sens de la modélisation du climat, je pense que la position est le besoin d'une recherche publique d'intérêt général pour ne pas laisser la recherche uniquement dans les mains d'intérêts privés, le besoin de travailler pour éclairer les risques induits par ce type d'approche. J'ai des collègues, par exemple, qui simulent ce que pourrait être, imaginons, un déploiement non concerté entre deux puissances qui disposent de ces technologies. Donc l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre. En fait, ça entraînerait une variabilité très forte qui touche à la fois au climat, mais aussi au cycle de l'eau, et qui poserait des risques majeurs en termes de production alimentaire. Donc ça fait partie des travaux de recherche. Moi, j'ai travaillé sur les risques induits par des options de géo-ingénierie polaire. Donc on vous fait miroiter de pouvoir recongeler la banquise ou mettre des rideaux comme à Venise, mais autour de l'Antarctique. Donc nous, on a fait une analyse bête de faisabilité, de plausibilité. On montre que ça ne passe pas un test basique de coût, de limite, de faisabilité. Et notre analyse, c'est de se dire qu'en fait, c'est utilisé comme une diversion ou une distraction par rapport aux enjeux de décarbonation, par certains qui ont en fait pour des valeurs tout intérêt à ce que simplement on gagne du temps. Et puis derrière ça, il y a aussi des valeurs en fait quasiment prométhéennes, il faut le dire, de capacité illusoire à intervenir sur tous les systèmes naturels. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que si par rapport à une atteinte à l'environnement, vous en déployez une autre en pensant que vous pourrez contrebalancer les effets de la première, ce qui n'est pas le cas, c'est différent, en fait, vous portez atteinte au fondement du droit de l'environnement. Le fondement du droit de l'environnement, c'est quand vous portez atteinte à l'environnement, vous réduisez votre atteinte. Si en fait, on justifie de passer sur le droit de l'environnement et déployer d'autres atteintes à l'environnement dans une vision un peu restreinte d'intérêt des uns ou des autres à court terme, vous remettez complètement aussi en cause toute la construction des principes du droit de l'environnement. Moi, j'y pensais par rapport au traité de l'Antarctique ou d'autres contextes, ou le droit de l'océan, par exemple, et c'est une pente glissante extrêmement grave. Donc pour moi, les questions de fond, c'est des questions éthiques, de gouvernance, de cadre de gouvernance qui est absolument absent actuellement, hors intervention sur l'océan. Et on voit que certains États, comme les États-Unis, essaient de sortir en fait de ce cadre de gouvernance de l'océan ouvert. Merci beaucoup, Valérie. On va devoir avancer, mais malheureusement. Mais en tout cas, c'était très intéressant de voir d'abord comment l'histoire de ces projections qui essayent donc de nous montrer vers où on pourrait aller, et cette espèce de renversement que tu proposes en disant qu'est-ce que chacune d'entre nous est prêt à accepter et comment est-ce qu'on essaie de se repositionner par rapport à tout cela. C'est un message extraordinairement important. Merci. De s'être rendu disponible pour nous.